France, 1949. Le gouvernement lance Airbnb. Alors oui, vous ne rêvez pas, et oui, j'exagère un peu. En fait, dans la France d'après-guerre, et pour relancer l'économie, l'État lance le régime LMNP. Et à la base, il avait surtout pour vocation à encourager la location de chambres chez l'habitant dans des zones touristiques et étudiantes. Donc on est vraiment pas loin d'Airbnb. En même temps, avec 5 millions de fonctionnaires, il faut bien qu'il y en ait un ou deux de visionnaires. Sauf que des petits malins ont vite compris le potentiel du dispositif pour se créer des gros revenus sans payer d'impôts. La French Innovation, quoi. Au fil des années, il a évolué, s'est adapté en devenant un outil de plus en plus populaire pour les investisseurs. Et le LMNP, c'est 75 ans d'histoire d'amour entre les Français et l'immobilier locatif. Jusqu'au coup de couteau dans le dos. Vous l'aurez compris, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. La loi Finance 2025 change beaucoup de choses, et notamment les règles du jeu pour le LMNP, qui devient un vrai piège pour les investisseurs. Alors en 2025, le marché immobilier, il est en pleine mutation. Entre l'inflation et le record de faillite en France, les enjeux fiscaux n'ont jamais été aussi cruciaux. Et diversifier son patrimoine est devenu une nécessité, pas juste un luxe. Mais d'abord, revenons aux bases. Alors le LMNP, pour loueur en meublé non professionnel, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est un statut fiscal qui s'adresse aux propriétaires qui louent des biens meublés qui ne sont pas considérés comme des professionnels. C'est la base, mais c'est important de bien comprendre ça dès le début. En pratique, vous achetez un appartement, une maison ou même un studio étudiant et vous le meublez correctement. On parle de meubles indispensables comme un lit, une table, des chaises, de quoi cuisiner, etc. Et vous le mettez en location. Vous bénéficierez d'une gestion simplifiée et des obligations comptables allégées. Jusque-là, rien de révolutionnaire. La magie du LMNP, elle opère au niveau de la fiscalité. En gros, vous louez meublé et l'État vous dit « Ok, on vous fait un petit cadeau fiscal parce qu'on aime bien quand le marché locatif il est dynamique. » Alors maintenant, parlons concret. Comment on fait pour être LMNP? Alors pour être éligible, il y a deux conditions principales. Premièrement, c'est logique, vous devez louer un appartement meublé, c'est-à-dire équipé de manière à permettre au locataire une occupation immédiate. Il a juste à poser ses valises, quoi, et une liste précise des éléments de mobilier obligatoires est définie par décret. Deuxièmement, vos recettes locatives annuelles en meublé ne doivent pas dépasser 23 000 €. Alors, on va le voir par la suite, mais les recettes locatives nettes, c'est pas le montant que vous paye le locataire. On verra comment réduire considérablement le montant net de ses loyers pour rester bien en dessous de ce seuil de 23 000 €. Et la troisième condition, il faut que vos loyers soient inférieurs à vos autres revenus du foyer fiscal. C'est pour garantir que l'activité reste accessoire et non professionnelle. D'où le nom location meublée non professionnelle. Par exemple, si vous n'avez aucun salaire mais que vous recevez 22 000 € de loyer net, vous êtes en LMNP. Mais à partir de 24 000 €, vous passez en LMP, donc louer un meublé professionnel, car il s'agit de l'entièreté de vos revenus. Mais si vous recevez 100 000 € de loyer, mais qu'à côté vous avez 110 000 € de salaire, c'est bon aussi. Mais attention, si vous perdez un peu de vos revenus et que vous tombez à 90 000 € par exemple, pour 100 000 € de loyer toujours, alors vous passez en location meublée professionnelle, en LMP. Alors comme vous le savez, en France, tout revenu mérite impôt. Les revenus issus de la location meublée non professionnelle sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. BIC. Alors ici, c'est simple à calculer, on prend votre revenu net, on l'impose à votre TMI et on y ajoute les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc imaginons dans notre cas que vous avez une TMI à 30% et un appartement qui rapporte 20 000 € net par an. Vous serez donc imposé à 6 000 € au titre de l'impôt sur le revenu et à 3 440 € pour les prélèvements sociaux, soit une imposition globale de 9 440 €. Et vous allez me dire, et les avantages fiscaux alors? C'est là que ça devient intéressant, le LMNP vous permet de choisir entre deux régimes fiscaux. Le régime micro-BIC et le régime réel. Donc le micro-BIC, c'est simple comme bonjour, vous déclarez vos revenus locatifs et l'État vous applique un abattement forfaitaire de 50%. C'est facile, mais pas toujours optimal fiscalement. Et le régime réel, c'est un peu plus complexe, mais presque toujours beaucoup plus avantageux. Il vous permet de déduire de vos revenus locatifs toutes vos charges. Donc les intérêts d'emprunt, les travaux, les charges de copropriété, l'assurance et surtout l'amortissement du bien. Alors l'amortissement, c'est la possibilité de gommer comptablement la dépréciation de votre bien et de vos meubles sur plusieurs années, réduisant ainsi votre base imposable. Alors, je vous mets ce tableau simple pour mieux comprendre. Non, je rigole, je vais vous expliquer rapidement l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est la constatation d'une usure, qu'elle soit réelle ou pas. Parce qu'un graphique vaut 1000 mots, imaginez que vous achetez un appartement pour le louer, mais au lieu de le considérer comme un trésor éternel, vous le traitez comme une pomme qui se décompose lentement au fil du temps. Alors, voici le principe en quelques mots. Vous achetez votre pomme, donc l'appartement, il faut suivre, et disons pour 100 000 €. Vous décidez que ce fruit va pourrir sur 10 ans. Ouais, c'est une pomme très résistante. Et chaque année, vous dites au fisc, « Oh non, ma pomme elle a perdu 10 000 € de valeur cette année. Quelle tristesse !» Oups, la boulette. Oups, la boulette. Oups, oh la boulette. Et voilà, comme par magie, vous venez de créer une charge fictive de 10 000 € par an qui vient grignoter vos revenus locatifs. C'est un peu comme si l'État vous disait « Votre bien s'use un peu avec le temps et quand on est sympa, on en tient compte pour les impôts. » Donc dans notre exemple, si le bien vous apporte 10 000 € de loyer et que vous soustrayez votre charge fictive de 10 000 €,
l'État considère que vous n'avez rien gagné cette année et qu'il n'y a donc aucun impôt. Et encore mieux, vous avez le droit à des charges fictives supérieures à vos revenus. Et donc, la différence est reportable dans les prochaines années. Donc, sans limite de durée ou de plafond. En quelque sorte, on peut économiser les charges déductibles afin de les imputer ultérieurement au moment où l'activité dégage un bénéfice imposable. Donc un mécanisme très puissant, mais qui nécessite toutefois de conserver précieusement tous les justificatifs des dépenses sur le long terme. Et la tenue d'un tableau de suivi des amortissements déductibles de façon différée est également obligatoire. C'est un sacré boulot et c'est toujours mieux d'être accompagné par un professionnel. Alors dans la pratique, l'amortissement, c'est un peu plus compliqué. Pour aller plus en détail, il faut calculer la valeur de chacun des composants de votre bien individuellement et calculer l'amortissement pour chacun chaque année. Encore une fois, c'est un sacré boulot et être accompagné par un pro est quasi obligatoire. À savoir qu'on soustrait le terrain de la valeur du bien dans l'amortissement, car le terrain, il ne s'use pas, par définition. Alors, on fait un exemple pour mieux comprendre. Donc, on va prendre l'exemple d'un appartement acheté 220 000 €, amorti à 85% de sa valeur sur 30 ans. Donc, c'est la moyenne des composants de toiture, de gros œuvres, etc. Bon, j'ai un peu la flemme de tout calculer et vous n'avez pas envie de voir tout ça. Mais bon, on prend 85% car on compte 15% de terrain non amortissable. Alors, avec ça, on a 25 000 € de frais d'acquisition, donc les frais d'acte et d'agence, des travaux de plomberie et de peinture de 10 000 €, on a acheté des meubles pour environ 5 000 € et l'électroménager pour 3 000 €. Imaginons que vous recevez pour ce bien 11 000 € de loyer annuel. Vous pouvez déduire de vos charges réelles, l'eau, l'électricité, une polyporte, etc. Donc, disons 2 000 € par an. Ensuite, vous pouvez calculer vos charges fictives, l'amortissement. Donc, pour la partie immobilier, on prend 220 000 € fois 0,85 sur 30 ans, ça nous donne 6 233 € par an. Les frais d'acquisition, 25 000 € sur 30 ans, ça nous donne 833 € par an. Alors, savoir qu'on a aussi la possibilité de déduire dès la première année ces frais pour créer un gros déficit dès le début. C'est une stratégie qui a décidé. Travaux, 10 000 € qu'on amortit sur 10 ans, il y a 1 000 € par an. Meubles, 5 000 € sur 10 ans pareil, 500 €. L'électroménager, 3 000 € sur 5 ans, égale 600 €. Donc, le montant annuel de l'amortissement en LMNP sera de 9 166 € pendant les 5 premières années, que 11 000 € moins 2 000 € égale 9 000 €, moins 9 166 € égale moins 166. Donc à reporter et donc aucun impôt. Sur 5 ans, ça nous fait 830 € d'amortissement excédentaire. Ensuite, 8 566 € pendant les 5 années suivantes. Donc encore une fois, 11 000 moins 2 000 égale 9 000, moins 8 566 égale 434. Mais n'oubliez pas que l'on a un amortissement de côté. Donc on peut supprimer complètement notre bénéfice la 6e année et on aura seulement 38 € imposables la 7e année. Et ensuite, 7 066 € pendant les 20 années suivantes. Et toujours 11 000 moins 2 000 égale 9 000 €. Moins 7 066 € d'amortissement égale 1 934 € imposables. Mais attention, ce n'est pas ce que vous allez payer, c'est la somme que prend en compte le fisc pour calculer votre imposition. Et là, on a épuisé tout notre amortissement, donc on paye. Mais il peut arriver que l'on refasse des travaux dans notre bien, que l'on va rajouter à notre amortissement, donc je vous passe les calculs, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, sur les dernières années, avec toujours une TMI à 30%, on aura donc 580 € d'impôt sur le revenu, plus 333 € de prélèvements sociaux, soit une imposition globale de 8%. Soit 913 €. Sur notre loyer de 11 000 €. Pas mal, non? Ici, on a vu qu'on n'a pas d'impôt sur les 7 premières années, puis un impôt minime sur 20 ans. Là, c'était un exemple rapide, mais honnêtement, en se débrouillant bien, on peut faire bien mieux et supprimer complètement l'impôt la première quinzaine d'années. Alors attention, petite précision, le report des amortissements s'éteint de façon automatique lors de la vente du bien, ou de la sortie du régime LMNP au réel, cas de transformation en location nue par exemple. Donc si vous avez 2 LMNP et que vous en vendez un, le report d'amortissement ne basculera pas vers l'autre. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. L'avantage surpuissant du LMNP était que cet amortissement que l'on vient de calculer, cette usure fictive de l'appartement, eh bien, elle disparaît complètement lors de la revente. C'est-à-dire que l'on fait l'autruche, comme si on n'avait rien déduit, et le calcul de la plus-value se fait normalement. Pour bien comprendre, lors de n'importe quelle autre situation, un amortissement vient se déduire de la valeur comptable d'un bien. C'est-à-dire que si, par exemple, une entreprise achète une machine à 100 000 € qu'elle va amortir sur 5 ans, l'entreprise va donc enregistrer une perte fictive de 20 000 € tous les ans, qui viendra diminuer son bénéfice, et au bout des 5 ans, la machine vaut 0 €. Mais si l'entreprise, au bout de 6 ans, revend la machine 50 000 €, alors elle aura fait une plus-value de 50 000, puisque comptablement, la machine vaut plus rien. C'est donc un résultat exceptionnel. On paiera donc des impôts sur ce résultat exceptionnel. Et en LMNP, on suit le même principe. Donc tous les ans, on amortit une partie de notre bien, donc on enregistre une perte fictive qui vient diminuer notre bénéfice, et donc notre imposition. Sauf que, contrairement à notre pauvre entreprise, lors de la revente pour le fisc, notre appartement n'est pas diminué des amortissements. Mais il vaut bien exactement le même prix que l'on l'a acheté. Donc l'amortissement disparaît et la plus-value est seulement calculée sur le prix de vente moins le prix d'achat. Et donc tout l'amortissement que l'on a fait entre-temps est cadeau. Donc c'est pour cet avantage que le LMNP était vraiment un outil surpuissant. On avait un double cadeau fiscal. Alors la réforme du LMNP en 2025, elle a surtout touché un point sensible, le super cadeau fiscal que l'on venait juste de voir, le calcul de la plus-value immobilière lors de la revente d'un bien en LMNP. Donc désormais, l'article 24 du projet de loi des finances 2025 modifie ce calcul.
Et la principale nouveauté, c'est la réintégration des amortissements dans la base taxable au moment de la vente. Donc en clair, qu'est-ce que ça change? Jusqu'à présent, quand vous revendiez votre bien en LMNP, la plus-value était calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. C'est ce qu'on vient de voir. Et le prix d'achat est majoré des frais et des travaux. Maintenant, avec la nouvelle loi, les amortissements que vous avez faits toutes ces années seront déduits dans le calcul de la plus-value lors de la revente. Et il est là le piège, car ça change totalement les règles du jeu, et en pleine partie. Et en plus, cette réforme, elle est malheureusement rétroactive. C'est déjà trop tard. Donc ça veut dire qu'elle touche tout le monde et tous les biens. Donc si vous n'avez pas vendu avant le 31 décembre 2024, vous êtes PG. Les amortissements seront réintégrés au calcul lors de la vente. Alors concrètement, quel est l'impact de cette réforme sur votre fiscalité et votre rentabilité LMNP? Bien, ça dépend de votre situation, mais globalement, ça augmente votre imposition lors de la revente. Imaginons que le prix d'achat du bien était de 200 000 €, le loueur a cumulé des amortissements équivalents à 100 000 €, il décide de revendre son bien à 300 000. Donc avant la réforme du PLF 2025, les amortissements n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable lors de la cession du bien. Donc on faisait le calcul suivant, 300 000 € au prix de vente, moins 200 000 € au prix d'achat, égale 100 000 € de plus-value. L'imposition pour les plus-values immobilières, c'est 19% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit 36,2% global, égale dans notre cas 36 200 €. C'est simple. Et après la réforme, ces amortissements sont déduits dans le calcul de la plus-value lors de la revente. Donc le prix d'acquisition corrigé, il est maintenant de 100 000 €, car on a un prix d'achat de 200 000 € moins 100 000 € d'amortissement. On a considéré que le bien valait 100 000 € de moins, eh bien le fisc aussi. Donc la plus-value imposable sera de 300 000 € au prix de vente, moins 100 000 €, donc prix d'achat plus amortissement. On a 200 000 € de plus-value imposable. La réintégration d'amortissement, elle augmente donc la base imposable de la plus-value, en entraînant une imposition bien plus élevée lors de la cession du bien. Encore une fois, 19% d'IR plus 17,2% de prélèvements sociaux égale 36,2%, soit dans le cas 72 400 €. Alors l'abattement pour durée de détention reste inchangé, mais il devient moins efficace puisque la base de calcul de la plus-value est plus élevée. Cette réforme vous pousse donc à garder votre bien beaucoup plus longtemps pour pouvoir bénéficier des meilleurs abattements pour durée de détention. Pour rappel, les 5 premières années, vous ne bénéficiez d'aucun abattement, puis c'est très doucement progressif jusqu'à 30 ans de détention. Donc cette réforme détruit votre rendement global si vous envisagez une revente à court moyen terme. Mais attention, ça ne remet pas en cause tout l'intérêt du LMNP. Ça complexifie juste un peu l'équation et ça nécessite d'affiner sa stratégie. Alors vous allez me dire, pourquoi cette réforme? Alors l'État justifie ce changement par une volonté de rééquilibrer la fiscalité entre les différents types de revenus immobiliers et de limiter ce qu'il considère comme une optimisation fiscale excessive via l'amortissement en LMNP. Et honnêtement, ça se comprend, hein. Le double code fiscal était vraiment surpuissant. Par contre, piéger comme ça les propriétaires du jour au lendemain, moi je trouve pas ça correct. Même si entre nous, ça fait des années que les pros disent que le statut allait sauter. Bon, au final, qu'est-ce que ça change? En conso, donc au jour le jour, ça ne change rien du tout. On a toujours le choix entre le réel avec les amortissements ou le microbic. On bénéficiera exactement des mêmes avantages fiscaux, donc de ce côté-là, on peut toujours profiter de ce cadeau. Et même si on réintégrera ces amortissements à la revente, l'impôt économisé pourra être investi en attendant. Donc au final, c'est un peu comme si l'État nous prêtait de l'argent pour investir. Le vrai changement vient lors de la revente, où la plus-value va faire très très mal. Et encore, il ne faut pas oublier l'abattement pour durée de détention. Au bout de 22 ans, vous avez un abattement de 100% sur l'impôt sur le revenu. Et au bout de 30 ans, un abattement total de l'imposition. Donc cette réforme nous pousse surtout à conserver les biens plus longtemps. Et ça remet en question les stratégies à court et moyen terme. Et je trouve ça dommage, car à l'inverse de dynamiser le marché immobilier, ça le fige un peu et réduit le nombre de transactions en décourageant les potentiels vendeurs. Alors une chose qui est toujours vraie, c'est que la donation purge le gain. Donc dans notre cas, la donation purge les plus-values, et donc les amortissements. Vous pouvez profiter toute votre vie des amortissements pour réduire votre imposition, puis faire la donation de votre bien à vos enfants pour préparer votre succession. Et les amortissements ne seront jamais réintégrés, comme il n'y a aucune plus-value. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc si le LMNP vous semble un peu moins attractif après la réforme, pas de panique. Il existe d'autres dispositifs d'investissement immobilier à explorer en 2025. Enfin bref, je vous ferai une vidéo sur toutes ces alternatives, car il y a beaucoup de choses à dire. Alors, si vous êtes toujours intéressé par le LMNP malgré la réforme, ou que vous faites partie des investisseurs plus au piège malgré eux, je vous conseille de vous abonner, car je vous prépare une vidéo sur les différentes stratégies pour contrer cette réforme et la tourner à votre avantage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide beaucoup. Allez, ciao!